Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Burkina Faso, le gouvernement répond aux accusations de Reporters sans frontières concernant la mise en place présumée d'une milice numérique contre la presse. En Europe, les fortes chaleurs et la sécheresse perturbent la production d'électricité. Le niveau historiquement bas du Danube contraint notamment plusieurs installations à réduire leur production. Et puis l'Iran intensifie ses efforts diplomatiques pour apaiser les tensions au Moyen-Orient. Téhéran a multiplié les échanges de haut niveau avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan autour de la sécurité et de la stabilité régionale. Bonsoir mesdames et messieurs, comme je l'annonçais en titre au Burkina Faso, le gouvernement répond aux accusations de Reporters sans frontières. Ce lundi 3 août, à l'occasion d'une cérémonie de montée des couleurs, le ministre de la Communication Gilbert Ouedraogo a rendu hommage au BICC pour Bataillon d'intervention rapide communication. Ce groupe est chargé d'agir sur les réseaux sociaux pour le compte du gouvernement. Les initiatives qui interviennent alors que Reporters sans frontières accuse les autorités burkinabées d'avoir mis en place une milice numérique contre la presse. Au Cameroun, le procès de l'affaire Martinez Zogo se poursuit. L'ancien animateur radio avait été retrouvé mort dans la localité de Soa, près de Yaoundé, en janvier 2023. Ce lundi 3 août, le colonel Jean-Pierre Otolou, qui avait mené les premières enquêtes, a de nouveau témoigné. Il a expliqué pourquoi, selon lui, aucun élément compromettant n'avait été retrouvé dans les échanges avec Justin Danoué et Jean-Pierre Amougou Belinga. Le Gabon a réussi 2 opérations de levée de capitaux dans un contexte de tensions législatives sur les marchés internationaux. Le pays a mobilisé au total 920 millions de dollars malgré des taux d'emprunt encore élevés. En revanche, la levée réalisée sur le marché régional n'a permis de récolter que moins de 90 000 dollars, une différence qui illustre les difficultés du Gabon à mobiliser des financements sur le marché régional. En Afrique du Sud, la xénophobie a mis fin au projet d'un entrepreneur ghanéen. Après plus d'une décennie passée à construire sa vie dans le pays, Emmanuel Akuoko est finalement rentré au Ghana. Il a quitté l'Afrique du Sud à bord d'un vol de rapatriement organisé par son gouvernement. Plus de détails dans cet élément. Emmanuel Akuoko est rentré au Ghana après plus de 10 ans passés à construire sa vie en Afrique du Sud. Diplômé en mathématiques, il y était devenu entrepreneur après avoir perdu son emploi d'enseignant, faute de titre de séjour. Mais face à la montée des discours anti-immigrés et à une xénophobie devenue quotidienne, il a finalement décidé de partir. Il a vendu son salon de coiffure à perte et laissé derrière lui une vie qu'il espérait un jour pouvoir présenter comme une réussite à sa famille. On en était arrivé à un point où quand on marchait dans la rue, un petit garçon pouvait venir nous taper sur l'épaule et nous demander « Quand est-ce que tu rentres dans ton pays ?» Parce que là où nous vivions, tout le monde nous avait déjà catalogués. Nous étions des étrangers. Imaginez un petit garçon ou une petite fille qui vous demande « Quand est-ce que tu rentres dans ton pays ?» Et imaginez ce qui peut se passer quand cette mentalité gagne tout un quartier. Comment allait-il nous traiter ? Chez Emmanuel, cette hostilité n'est pas restée cantonnée aux mots. Il montre des traces d'une intrusion à son domicile, les serrures brisées, il dit avoir vécu, avec la peur de devenir lui aussi une cible. Ça me fait mal. Je n'avais rien prévu de tout ça. Avec ma femme, on ne s'est jamais dit « rentrons au Ghana ». Nous voulions rentrer au Ghana après avoir réussi, comme nous l'avions promis à notre famille. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa rejette les accusations des mouvements. 50 ans après l'opération israélienne de sauvetage des otages d'Entebbe, l'Ouganda a rendu hommage à Jonathan Yoni Netanyahou. Le chef de l'armée ougandaise a inauguré samedi une statue en mémoire du frère aîné du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Yoni Netanyahou avait été tué lors du raid de 1976.
30 ans après le raid d'Entebbe, l'Ouganda rend hommage à Jonathan Netanyahou. Une statue du commandant israélien tué lors d'une opération de sauvetage d'otages a été dévoilée samedi devant l'ancien terminal de l'aéroport. La cérémonie était présidée par le chef des forces de défense ougandaises alors que les relations entre Kampala et Tel Aviv sont aujourd'hui cordiales. C'est un grand honneur et un privilège de me joindre à vous sur ce site historique pour inaugurer ce monument dédié au lieutenant-colonel Jonathan Yoni Netanyahou, dont le leadership et le sacrifice ultime lors du raid d'Entebbe du 4 juillet 1976 sont devenus un symbole intemporel de courage, de devoir et de dévouement désintéressé. Le 27 juin 1976, un avion d'Air France qui effectuait la liaison Tel Aviv-Paris avait été détourné par des combattants liés à la cause palestinienne. L'appareil avait atterri à Entebbe avec l'autorisation du président ougandais de l'époque, Idi Amin Dada. Bien sûr, nous savons aujourd'hui que le gouvernement d'Idi Amin était une dictature brutale qui ne représentait en rien le peuple ougandais. Aujourd'hui, l'Ouganda est une démocratie constitutionnelle attachée à la coexistence pacifique et à un engagement constructif avec la communauté internationale. Le sauvetage d'Entebbe. Autre sujet à présent, en Europe, plusieurs centrales nucléaires sont confrontées aux conséquences des fortes chaleurs. La sécheresse a également provoqué une baisse historique du niveau du Danube, contraignant certaines installations hydroélectriques à réduire nettement leur production. La situation met sous pression la production d'électricité dans plusieurs régions européennes. Le cas, il n'y a pas encore cette bonne nouvelle pour les habitants. Vous pouvez voir derrière moi la forêt. Les flammes ont parcouru cette forêt depuis plus d'une semaine. Cet incendie qui fait rage depuis plus d'une semaine. Et les flammes ont atteint les maisons de Lège-Cap-Ferré. Ici, vous pouvez voir ces images de ma collègue Caris Garland. On peut voir des débris de tôle, du bois carbonisé. Il y a plusieurs maisons qui sont ici complètement détruites. Et au total, on compte 240 maisons dans tout le département qui ont brûlé, donc des centaines de personnes qui ont tout perdu dans le département. Il y a une commune en particulier qui a été fortement touchée, c'est la commune du Porge qui se trouve à quelques kilomètres d'ici d'où je me trouve. Sur les 240 maisons au total dans le département, 183 se trouvent dans cette commune et le sentiment des habitants aujourd'hui, il est vraiment très compliqué pour eux. Ils s'estiment sacrifiés pour reprendre leurs mots. Plusieurs centaines d'entre eux se sont réunis dans un collectif pour lancer une action en justice pour espérer des réponses de l'État sur la gestion de cet incendie. Et je vous le rappelle, aujourd'hui, même si les conditions sont favorables, il y a toujours 6 points chauds, 6 reprises de feu. La Russie affirme qu'une attaque de drones ukrainiens a fait au moins 7 morts, dont 3 enfants et plus d'une quarantaine de blessés. Une station balnéaire située près de Krasnodar sur les côtés de la mer Noire. Moscou accuse Kiev d'avoir délibérément visé des civils. L'Ukraine accuse de son côté la Russie de mener des attaques similaires. Impuissant à la chute, puis à l'explosion d'un drone, sur cette plage touristique très fréquentée de la mer Noire. Les autorités russes accusent l'Ukraine de viser volontairement des civils. 3 enfants ont perdu la vie à la suite de l'agression ukrainienne, et 2 autres se trouvent dans un état grave à l'hôpital, où ils reçoivent tous les soins médicaux nécessaires. Nous apporterons notre aide et fournirons toute l'assistance requise. Kiev n'a pour l'heure pas réagi, alors que plusieurs personnes ont également été tuées en Crimée, selon le chef des autorités locales nommé par Moscou. Ces dernières semaines, l'Ukraine a intensifié ses attaques à longue portée sur le territoire russe, visant principalement des raffineries de pétrole et des entrepôts de commerce. De part et d'autre, le nombre de victimes civiles augmente. Dans le centre de l'Ukraine, près de la ville de Kryvyi Rih, une station-service a été soufflée par une frappe russe. L'explosion a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. J'ai entendu un bruit très fort. Le temps que je me tourne vers mon enfant, il y avait déjà une explosion. Nous étions terrifiés. Tout le monde s'est mis à crier et nous nous sommes précipités dans la salle de bain. Une des femmes qui est morte faisait partie de ma famille. Ça me brise le cœur. Elle était si jeune.
Volodymyr Zelensky continue de demander à ses alliés plus d'armes et de munitions pour contrer les frappes russes, notamment des missiles américains patriotes. Dans le même temps, il poursuit le remaniement entamé ces dernières semaines. Ce lundi, il a limogé l'ambassadeur. Une grande partie de Cuba est privée d'électricité. Cette panne intervient dans un contexte de pénurie de carburant et de sanctions économiques américaines qui aggravent les difficultés énergétiques de l'île. Suivons ensemble. Au beau milieu de la soirée, La Havane s'est retrouvée plongée dans le noir. À la lueur des phares de voitures et des téléphones portables, ces Cubains tentent malgré tout de poursuivre leurs activités. C'est la 4e fois depuis le début du mois de juillet qu'une panne générale d'électricité touche l'ensemble du pays. Les gens sont épuisés, ils n'en peuvent plus, c'est insupportable. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai rien d'autre à ajouter, c'est juste insupportable. Frappé par une grave crise économique depuis 5 ans, Cuba est confronté à des coupures de courant totales ou partielles, de plus en plus fréquentes. Ces dernières semaines, dans la capitale, les habitants ont parfois été privés d'électricité pendant plus de 30 heures d'affilée. Dans l'intérieur du pays, les coupures peuvent même durer plusieurs jours. Habitués à ces pannes à répétition, certains Cubains semblent résignés. On attend que le courant revienne, tu vois, et en attendant, on se fait un peu d'argent en jouant au domino, il faut bien attendre. Ça ne sert à rien de descendre dans la rue, ça ne résoudra rien. Au final, ça ne résoudra aucun problème. À l'origine de cette crise, des infrastructures vieillissantes et une pénurie chronique de carburant. Le réseau électrique cubain repose sur 7 centrales thermoélectriques, vieilles de plus de 40 ans, alimentées en pétrole. Or, depuis janvier, les États-Unis de Donald Trump ont imposé à l'île un blocus pétrolier. Résultat, l'approvisionnement en carburant des centrales électriques et des générateurs de secours est fortement perturbé. Depuis le début de l'année, Washington... Aux États-Unis, 3 incendies continuent de ravager plusieurs zones du pays. Les autorités ont annoncé lundi l'arrestation d'un homme de 37 ans soupçonné d'être à l'origine de l'incendie. Présenté comme le plus important des 3 sinistres en cours, les pompiers poursuivent leurs opérations pour tenter de maîtriser les flammes. Contenu, ils ont fait des dégâts importants, plus de 1000 destructions détruites, 1000 structures détruites, vous le disiez, 65 000 personnes qui ont évacué, pas de morts ou de blessés graves pour l'instant, ça c'est la bonne nouvelle. Le gouverneur démocrate de l'État de Washington, Bob Ferguson, a utilisé des mots très forts. Il parle de plus graves catastrophes naturelles à Spokane, il parle de zones de guerre, il parle de situations cauchemardesques. Il a reçu par téléphone le soutien de Donald Trump. C'est parfois compliqué les relations entre les États démocrates et le président américain, mais là tout se passe bien. Puis vous le disiez, on ne connaît pas encore les conditions, les causes de ces incendies, mais un homme de 37 ans L'Iran, l'Arabie saoudite et le Pakistan intensifient leurs échanges diplomatiques afin d'apaiser les tensions au Moyen-Orient. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Saïd Abbas Araghchi, s'est entretenu par téléphone avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan al-Saud, ainsi qu'avec le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, le maréchal Saïd Hasimouni. Selon Téhéran, ces échanges ont porté sur les dernières initiatives diplomatiques destinées à préserver la sécurité et la stabilité dans la région. Araghchi s'est entretenu séparément par téléphone avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan al-Saoud, et le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, le maréchal Sayed Azm Mounir. Téhéran indique que ces entretiens ont permis de faire le point sur les dernières initiatives diplomatiques visant à maintenir la sécurité et la stabilité dans toute la région. Au Japon, la solidarité se poursuit une semaine après le violent séisme qui a frappé la région de Kumamoto dans le sud du pays le 28 juillet. Le tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 a fait une quarantaine de morts. Environ 700 habitations ont été entièrement détruites et 1 millier d'autres endommagées. Dans plusieurs régions du pays, la population se mobilise à travers des collectes de drones pour venir en aide aux victimes.
Et puis nous terminons par cette actualité. Au Liban, des voix commencent à s'élever au sein de la communauté chiite pour critiquer les choix stratégiques du Hezbollah. Malgré l'ampleur des pertes et des destructions, le parti continue toutefois de bénéficier d'un soutien important au sein de cette communauté. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de m'avoir suivi et bien sûr de programme à tous et chacun sur ESAE TV.